Bonjour, bienvenue dans Podcast Science numéro 45, avec à mes côtés cette fois un nouveau co-animateur improvisé qui a eu la gentillesse de remplacer Mathieu qui ne peut pas être avec nous. J'ai nommé Xavier Agnès. Salut Xavier. Salut Alan. Alors merci de jouer les co-animateurs avec moi ce soir, c'est super, c'est très sympa, ça fait plaisir de t'avoir. Mais ça me fait plaisir d'être là aussi. Et puis ce soir, donc, nous avons un invité assez exceptionnel, j'ai envie de dire, en la personne d'André Kuhn. André Kuhn, bonsoir. 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 Donc, vous êtes professeur de criminologie et de droit pénal aux universités de Lausanne et de Neuchâtel, en Suisse. Vous avez une double formation de juriste et de criminologue et vous avez exercé de nombreux métiers, donc juge d'instruction, directeur scientifique d'un institut de sondage, collaborateur scientifique à l'Office fédéral de la justice, directeur du centre de formation continue de l'Université de Lausanne. Et tout ça est déjà très impressionnant, mais je ne peux pas arrêter là mon énumération. Vous avez également été expert scientifique auprès du Conseil de l'Europe, notamment pour élaborer une recommandation visant à diminuer la population carcérale, et expert auprès de l'Institute for Crime Prevention and Control, donc institut qui est affilié à l'ONU. Et aujourd'hui, vous êtes entre autres expert scientifique auprès de la délégation dirigeant l'Observatoire de la sécurité de la ville de Lausanne, membre du groupe d'experts sur la statistique criminelle de l'Office fédéral de la statistique, membre de la commission fédérale des projets pilotes auprès de la section exécution des peines et mesures de l'Office fédéral de la justice et membre de la commission de dangerosité du canton de Neuchâtel. J'en perds mon souffle. Et ce soir particulièrement, vous avez en plus trouvé le temps de répondre à notre invitation, à l'invitation de Podcast Science. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça nous fait plaisir. Vraiment, du fond du cœur, merci beaucoup. C'est formidable que vous soyez là. Ça me fait plaisir aussi. Et dans un de vos livres qui s'appelle Sommes-nous tous des criminels, qui a été réédité en 2010 aux éditions de l'EB dans la collection La Question, vous proposez un aperçu de la discipline qui est la vôtre, donc la criminologie, au travers de 21 questions telles que existe-t-il des sociétés sans crime ou quel est le profil type du criminel, la télévision est-elle criminogène, et vous démontez un certain nombre d'idées reçues. Donc c'est de tout ça qu'on va parler aujourd'hui. Et, peut-être qu'avant de regarder tout ça de plus près, on va un peu poser le décor. Je crois, Xavier, que tu avais une première question. Oui, exact, parce que il faudrait savoir juste de quoi on parle. Qu'est-ce que la criminologie, simplement, et quelle est la différence avec la criminalistique, qui est une autre discipline qui étudie aussi un peu le crime? Oui, alors effectivement, c'est deux sciences du crime, mais qui partent d'un point de départ très différent, puisque la criminologie est une explication souvent sociologique, mais pas uniquement. Ça peut aussi être une explication à caractère psychologique, mais c'est principalement une explication sociologique du phénomène criminel, alors que la criminalistique, c'est des sciences exactes qui sont mises au profit des autorités de poursuite pénale dans le but de découvrir un criminel qui aurait commis une infraction. D'accord. Pour résumer, est-ce qu'on peut dire que la discipline, donc la criminologie, c'est une branche de la sociologie, mais qui est un peu au carrefour avec le droit, l'anthropologie, la statistique, et puis un petit peu de psychologie quand même? Oui, tout à fait, bien sûr. Alors, c'est exactement ça. On essaye d'expliquer le phénomène criminel dans son ensemble. Alors, effectivement, le phénomène criminel, il est entre autres défini par le Code pénal, donc c'est un peu de droit. Il est évidemment lié à la culture, donc c'est aussi pas mal de l'anthropologie et de la sociologie. Et effectivement, il est également lié à la personnalité de certains individus, donc il y a également un peu de psychologie là-dedans. Et on fait beaucoup de statistiques, puisqu'il s'agit évidemment de faire des études, alors qualitatives d'une part, mais quantitatives aussi, pour essayer de voir comment évolue la criminalité, par exemple, dans un certain état. D'accord. On a des bruits un peu bizarres là. Je ne sais pas ce qui se passe. Quelqu'un marche sur son câble ou tape sur un micro. Moi, je n'ai pas de câble, alors je sais D'accord. pas. Oh, ouais. Ok. Bon, là, il n'y a plus de bruit. Fantastique. Que ça marche. Moi, il y a une chose qui me paraît importante quand même de relever, et que peut-être tout le monde n'est pas au courant, c'est qu'il s'agit bel et bien d'une science. Donc on s'appuie sur des faits, on utilise une démarche et une rigueur scientifique. C'est bien exact.
Alors oui, puisque la sociologie elle-même est une science et la criminologie n'est qu'une partie de cette science sociologique, effectivement. Bien sûr qu'il y a une certaine rigueur, il y a des hypothèses de départ, il y a une recherche empirique qui se fait sur la base des hypothèses qu'on va essayer de tenter, qu'on va tenter soit d'infirmer, soit de confirmer en fonction des résultats qu'on obtient sur le terrain lui-même. Nous, pendant qu'on préparait cette interview, on a trouvé sur Internet un résumé d'un ouvrage canadien qui interroge et critique le métier, donc le métier de criminologue, au Canada en l'occurrence. Milieu qui est dit trop proche des milieux du pouvoir. Alors qu'en est-il en Europe, en Suisse en particulier? Pouvez-vous personnellement travailler librement dans vos recherches? Pouvez-vous être complètement impartial dans vos recommandations? Ou bien subissez-vous des pressions du politique, de la justice, des médias ou même de l'économie? La distance est-elle toujours possible? Alors, quand on travaille dans une université, généralement, on est très indépendant. On a ce qu'on appelle une liberté académique, donc on choisit les thèmes de recherche que l'on désire, dans lesquels on désire s'investir. Alors évidemment, lorsqu'on parle de la criminologie qui est au service de l'État, j'imagine qu'on parle un peu plus de la police scientifique ou de la criminalistique, qui est donc effectivement au service de la poursuite, des autorités de poursuite et de la poursuite pénale. Il y a aussi une partie de la criminologie qui peut être considérée comme étant au service de l'État, puisque aujourd'hui, bon nombre de recherches en criminologie se font dans le domaine de l'insécurité ou de la lutte contre la criminalité. Et évidemment, là où l'État est intéressé, il finance des recherches. Et ensuite, évidemment, si on participe à ces recherches-là, on participe à des recherches qui sont plutôt financées par l'État et donc étatiques. Donc effectivement, on peut considérer, selon ce qu'on fait, que l'on pourrait être un petit peu sous pression des autorités. Vous voyez, vous avez mentionné tout à l'heure que j'étais membre de l'Observatoire de la sécurité de la ville de Lausanne. Alors il va de soi que dans ce cadre-là, je travaille entre autres avec des élus lausannois qui ont des idées politiques et qui cherchent à en savoir un petit peu plus dans le domaine de la sécurité. Alors évidemment, on va peut-être financer plutôt une étude qu'une autre en fonction de ce qu'on aimerait savoir, et ce qu'on aimerait savoir dépendra peut-être de son idéologie politique. Il n'en reste pas moins que je me sentirais tout à fait libre de ne pas participer à une recherche si cette recherche pourrait me paraître trop dirigée. Donc alors je me sens totalement libre. Ouais, excellent. Ça me rassure passablement. Après ces petites mises en place, on va rentrer dans des questions un peu plus, notamment celles que vous relevez dans votre livre. Vous dites que le crime en tant que tel n'existe pas. Qu'entendez-vous par là exactement? J'entends par là que le crime est en fait une définition sociale. Le crime est défini par l'homme lorsqu'il rédige, par exemple, le code pénal. On fait une liste de comportements que l'on ne désire pas avoir dans notre société, et cette liste de comportements, elle change à travers le temps et à travers l'espace. Les comportements incriminés n'ont pas été les mêmes il y a 300 ans que ceux qu'ils sont aujourd'hui. Les choses évoluent. L'homosexualité était méchamment réprimée il y a quelques centaines d'années. Aujourd'hui, elle est tout à fait acceptée. Idem pour l'avortement, pour l'objection de conscience, etc. Et il y a des actes qui aujourd'hui sont réprimés qui ne l'ont pas toujours été. Il y a des actes qui aujourd'hui sont réprimés qui ne le seront peut-être plus dans quelques dizaines ou centaines d'années. Et il y a aussi des actes qui sont réprimés ici, mais pas ailleurs. Quand je dis ici, ça peut être peu importe où on se trouve. Il y a des différences à travers l'espace. La loi pénale allemande n'est pas égale à la loi pénale française, à la loi pénale canadienne ou à la loi pénale suisse. Et donc, finalement, ça montre bien que toutes ces définitions de la criminalité sont des définitions qui sont socialement produites et qui ne sont pas universelles ou objectives. Et donc, la criminalité n'existe pas en tant que telle puisqu'elle est construite par l'être humain. Ok, moi j'aimerais bien qu'on aborde un peu la question des métriques.
tout comme les concepts de distance et de poids ne sont pas mesurables tant qu'on ne les pardon, qu'on ne les opérationnalise pas au moyen d'unités de mesure comme le mètre et le kilomètre, par exemple, vous dites que la criminalité n'est pas en soi une notion mesurable non plus. Alors je me demandais, les criminologues ont-ils pu définir des indicateurs? Est-ce que ces indicateurs sont fiables? Est-ce que certaines choses ne sont carrément pas mesurables? Alors, dans le domaine de la criminalité, on n'a pas, comme dans dans la distance ou dans le poids, un indicateur qui a été prédéfini et grâce auquel on va pouvoir mesurer les choses de manière simple. On est obligé d'essayer de faire avec un certain nombre de données que nous fournissent souvent des statistiques. Donc on va travailler principalement avec 3 types de statistiques qui sont les statistiques pénitentiaires, c'est-à-dire les prisonniers, les statistiques de condamnation et les statistiques policières. Et puis en fait, on se rend compte lorsqu'on travaille avec ces statistiques, qui sont des indicateurs de la criminalité finalement, qu'ils ne sont pas forcément excellents. En tout cas, je pense aux 2 premiers, statistiques pénitentiaires et statistiques de condamnation. En fait, ils sont totalement... On les utilise souvent pour dire que la criminalité augmente, ou bien qu'elle diminue, ou bien qu'elle est stable. Et finalement, si on y réfléchit un tout petit peu, on se rend compte que ces statistiques, elles ne mesurent absolument pas la criminalité, elles mesurent le nombre de criminels. C'est un petit peu comme si je mesurais dans un verger le nombre de pommiers pour savoir combien il y avait de pommes. C'est juste impossible, c'est impropre à mesurer, le nombre de pommiers est impropre à mesurer le nombre de pommes. Eh bien, les statistiques de condamnés ou bien les statistiques de prisonniers sont impropres à mesurer la criminalité, puisqu'un condamné peut avoir commis plusieurs infractions ou un prisonnier peut avoir commis plusieurs infractions. Ensuite, on a les statistiques de police, alors qui, elles, comptent effectivement des cas, des crimes. Néanmoins, ces statistiques de police, elles dépendent un tout petit peu de ce que fera la police. Donc, si on est face à une police proactive, c'est-à-dire qui va aller chercher la criminalité sur le terrain, eh bien, il suffit que le directeur que le chef de la police, le commandant de la police, dise à ses hommes aujourd'hui, on va essayer de trouver un maximum de fumeurs de joint pour que la statistique des consommateurs de stupéfiants augmente ce jour-là. Puis le lendemain, il va peut-être décider de s'attaquer aux voitures mal parquées. Puis la statistique des consommateurs de stupéfiants va tout simplement chuter au profit d'une autre statistique qui sera celle des parquages illicites qui va, elle, augmenter. Donc en fait, on voit que cette statistique est un petit peu tributaire du travail de la police. Et donc, les criminologues ont essayé de créer leurs propres indicateurs par l'intermédiaire de sondages. Alors, on a inventé le sondage qui est dit de délinquance autorévélée, dans lequel on demande aux gens de nous dire s'ils ont déjà commis un certain nombre d'infractions. Et on s'est rendu compte, quand on a utilisé ces sondages, que ça marche très bien avec les jeunes, ça marche relativement mal avec les adultes qui sont plutôt méfiants. Donc, ils ont un petit peu des craintes d'avouer avoir commis une infraction, puisqu'ils ne savent pas forcément à qui ils sont en train de l'avouer, et puis ils préfèrent ne pas prendre de risques. Et puis on a inventé un deuxième type de sondage, qui est le sondage de victimisation, dans lequel on va demander aux gens s'ils ont été victimes d'une certaine infraction, et on partira de l'idée que pour une victime, il doit y avoir un crime commis. On fait un lien qui n'est pas forcément exact, mais qui est quand même relativement correct. Il n'en reste pas moins que ces sondages-là ne nous permettront de mesurer correctement que les infractions dans lesquelles il y a des victimes, et absolument pas les infractions dans lesquelles il n'y a pas de victimes, telles que toutes les infractions à la loi sur la circulation routière, à la loi sur les stupéfiants, à le blanchiment d'argent. Tout ça n'a pas de victime directe, et on ne peut pas demander à quelqu'un avez-vous été victime de blanchiment d'argent. Personne n'est victime directe d'un blanchiment d'argent. Donc on a des limitations pour chacun de nos indicateurs. Donc il est relativement difficile de mesurer la criminalité, et donc il sera aussi relativement difficile d'affirmer que la criminalité augmente, diminue, reste stable, puisque ça dépendra de l'indicateur que l'on aura utilisé pour l'affirmer. D'accord. Mais enfin, quand même, la criminalité augmente. Non, moi, j'en ai une preuve. Je me suis rendu la semaine dernière sur le site de l'Office fédéral de la statistique, comme aurait pu le faire n'importe quel journaliste. C'est une base de données ouverte avec des données brutes. Je me suis amusé un peu avec le moteur de recherche de la base de données, qui s'appelle Criminalité et peine. Résultat, j'ai constaté une augmentation des délits de 50% entre 2009 et 2010. Alors,
Si je vous dis tout, en fait, c'était une augmentation de 50% sur un type de délit particulier. C'était la soustraction d'objets mis sous la main de l'autorité. Il y a eu 12 cas en 2009 et 18 cas en 2010. Mais effectivement, c'est totalement marginal et anecdotique. Mais il y a quand même un danger, je pense, non, à avoir accès à ces données brutes sans explication et finalement pouvoir dire n'importe quoi. Alors, est-ce qu'il y a un danger à pouvoir accéder à de l'information? Je dirais non. Heureusement qu'on peut accéder à de l'information. Le danger, c'est l'interprétation faite par des gens qui soit désirent manipuler une certaine opinion, ou soit par des gens qui n'ont aucune idée de la bonne manière d'utiliser des données chiffrées. Hein. Alors, il va de soi que dans votre exemple, on a passé, si je me souviens bien, de 12 cas à 18 cas. Il va de soi qu'une telle augmentation, même si elle est de 50%, ne sera absolument pas statistiquement significative. Si on est passé de 12 000 à 18 000 cas, là, on serait dans du statistiquement significatif, hein, évidemment. Mais maintenant, on peut, là aussi où il existe une erreur, hein, lorsqu'on essaye de faire ce genre de comparaison, c'est lorsqu'on travaille sur une année. Hein. Il est clair qu'entre 2009 et 2010, il y a un certain nombre d'infractions qui auront augmenté un petit peu, d'autres auront baissé un tout petit peu, et finalement, ce qui serait intéressant, c'est de savoir sur les 10 dernières années, voire sur les 100 dernières années, ce qu'il s'est passé. Hein. Et lorsqu'on fait ce genre de travail-là, on observe que la criminalité n'augmente pas autant que ce que les gens pourraient l'imaginer. La criminalité, c'est quelque chose d'oscillant. Hein. Ça augmente une année, ça rebaisse l'année suivante, et puis ça oscille un tout petit peu autour d'une sorte de ligne qui est relativement stable. Donc, évidemment, on peut trouver une augmentation. Si vous aviez pris la différence entre 2008 et 2009, vous auriez peut-être vu une diminution. Mais tout ça, pris sur le long terme, est plutôt relativement stable, voire même, pour les crimes les plus graves, à la baisse. Hein. La criminalité n'est pas à la hausse, la criminalité est à la baisse. Pour ce qui est des meurtres, par exemple, hein, que l'on peut aller retrouver loin en arrière dans le temps, puisque c'est une des infractions que l'on relevait déjà il y a plusieurs siècles en arrière. Et puis, on observe que du temps des bandits de grand chemin, on prenait quand même un petit peu plus de risques que ceux que l'on prend aujourd'hui. Et on observe surtout que la société actuelle est probablement une des sociétés les plus sûres qui a existé dans l'histoire, en tout cas de l'Europe, pour ce qui est de l'endroit où je me trouve. Mais alors, quel est l'intérêt et pour qui d'agiter sans cesse le spectre de l'augmentation de cette criminalité? Enfin, on le voit souvent dans les médias ou ce genre de choses. La criminalité augmente. Enfin, si on les écoute, on a l'impression que ça augmente tout le temps. Ouais, c'est une superbe thématique politique qui permet de faire croire qu'il y a réellement un problème ou bien d'exacerber un problème qui existe. Hein. Chaque infraction que quelqu'un subit est probablement une infraction de trop. Hein. Chaque personne qui est victime est une victime de trop. Il n'en reste pas moins qu'il n'y en a pas tant que ça, et puis qu'effectivement de mettre ces infractions en avant permet ensuite de jouer sur le sentiment d'insécurité des gens, et l'idée est quand même très électorale ou très électoraliste. Ok. Dans le livre qu'on a cité en préambule, votre livre « Sommes-nous tous des criminels ?», vous posez une équation qui m'interpelle. Vous dites « davantage de policiers égale davantage de criminalité ». Il y a sans doute un peu trop d'inconnus et de dimensions dans cette équation pour les néophytes que nous sommes. Est-ce que vous pouvez nous aider à la résoudre ? Oui, je vous parlais tout à l'heure de la police proactive. Hein. La police, elle ne reste pas dans son bureau en train d'attendre qu'on l'appelle pour ensuite venir sur les lieux d'une infraction qui lui aurait été dénoncée. Hein. La police, elle va rechercher des infractions. Des infractions, il y en a beaucoup plus que celles que la police peut trouver. Hein. Il suffit de traverser à côté du passage piéton et vous commettez une infraction. Et nous commettons tous beaucoup d'infractions chaque jour. Donc plus on mettra de policiers dans la rue, plus on
plus ceux-ci trouveront des infractions. Et d'ailleurs, plus on mettra de policiers dans la rue, plus ils devront trouver des infractions pour justifier leur existence. Donc, ils vont les trouver. Puis on va tout simplement descendre de niveau. On ne va pas trouver plus de meurtres. Des meurtres, le nombre de meurtres, il est limité au nombre de cadavres que l'on a, et ceux-là, on les connaît tous. Ce que l'on va chercher, ce sera tout simplement des infractions supplémentaires. Alors, on va effectivement trouver quelques fumeurs de joint de plus, on va trouver quelques personnes de plus qui commettent des infractions à la loi sur la circulation routière, et puis on finira peut-être un jour par sanctionner des gens qui traversent à côté d'un passage clouté. On parle beaucoup Ce qui est une infraction, d'ailleurs. Ce qui est, pardon ? Ce qui est une infraction d'ailleurs. Donc, il est logique de considérer que l'on pourrait se faire sanctionner pour avoir traversé la route en dehors des endroits où on a le droit de le faire. On parle beaucoup du profil type du criminel. Vous en parlez aussi un petit peu dans votre livre. Dans l'immense majorité des cas, c'est un homme jeune de niveau socio-économique défavorisé, âgé entre 15 et 25 ans, qui n'aurait pas encore trouvé ses marques dans la société. Rarement des femmes, même sur la route. Contrairement à ce qu'on nous fait croire, à critères identiques, âge, sexe, milieu social, il n'y a pas de surreprésentation étrangère parmi les criminels. Nous n'allons malheureusement pas pouvoir développer cela dans les détails, mais il y a matière à réflexion. Un mot peut-être sur la faible criminalité des femmes. Y a-t-il des exceptions, des situations où la courbe s'inverse ? Alors, à ma connaissance, et pour ce qui est de la Suisse, parce que je ne connais pas les statistiques de l'ensemble des États européens sur le sujet, mais à ma connaissance, il n'y a qu'une seule infraction pour laquelle les femmes sont surreprésentées par rapport aux hommes, c'est l'enlèvement d'enfants, mais l'enlèvement d'enfants en Suisse veut dire l'enlèvement de ses propres enfants lorsque l'autorité parentale a été confiée à l'ex-mari. En tout cas en Suisse, on vit encore dans une société où l'autorité parentale est généralement confiée à la mère lorsqu'il y a divorce, et lorsque parfois elle est confiée au père, eh bien la mère le supporte relativement mal et en arrive à soustraire les enfants à l'autorité parentale de son ex-conjoint. Et ça, c'est une infraction qui est plus souvent commise par les femmes que par les hommes. Pour toutes les autres infractions, y compris la circulation routière, et même quand on contrôle par le nombre de kilomètres parcourus, donc les femmes conduisent mieux que les hommes sur la route et elles commettent moins de crimes que les hommes de manière très générale, et elles en commettent des moins graves lorsqu'elles en commettent. Donc on voit qu'il y a effectivement une différence importante entre les hommes et les femmes. Ok. On n'a pas trop eu le temps d'entrer dans le détail du profil type du criminel, mais enfin, on sait que ça correspond à certains critères, comme Xavier l'a évoqué, en général plutôt un homme jeune de niveau socio-économique défavorisé, âgé de 15 à 25 ans. Or, les politiques sécuritaires ont tendance à stigmatiser telle ou telle catégorie de personnes, souvent les étrangers ou les chômeurs. Finalement, tout ça, c'est parfaitement inutile. J'ai bien compris. Alors, inutile, ça dépend ce que l'on cherche comme utilité. Ce qui est en tout cas peut-être plus qu'inutile, il aurait peut-être mieux valu dire que c'est erroné. C'est erroné parce que ça me semble être un tout petit peu une solution de facilité. La criminalité, c'est les autres, ou elle se trouve chez les autres. C'est-à-dire, les autres, c'est qui ? C'est les jeunes, c'est les étrangers, c'est les chômeurs. Donc voilà un petit peu ce qu'on va retenir du profil du criminel. Mais j'aimerais quand même revenir sur cette idée d'étranger dans la criminalité. Je prends un exemple tout d'abord un petit peu idiot pour essayer d'expliquer ensuite l'étranger. Nous savons aujourd'hui très clairement que les adultes de plus de 175 cm commettent beaucoup plus d'infractions que les adultes de moins de 175 cm. Donc c'est très clair. À partir de là, on peut se dire, on va faire une politique criminelle qui consisterait à couper les jambes des gens les plus grands. On pourrait envisager ce genre de choses. Mais si on y réfléchit un tout petit peu plus, on observe que les gens de plus de 175 cm, eh bien, ce sont majoritairement des hommes.
et les gens de moins de 175 cm, ce sont majoritairement des femmes. Et donc, c'est la différence homme-femme qui est significative. Ce n'est évidemment pas la taille qui va jouer un rôle dans l'explication de la criminalité. Et pour les étrangers, c'est exactement la même chose. La variable étranger, comme la variable taille dans ma relation que j'ai faite avant, la variable étranger, elle est complètement contenue dans les variables sexe, âge, niveau socio-économique et niveau de formation. Et lorsqu'on explique la criminalité par ces 4 variables, eh bien la couleur du passeport n'explique plus rien du tout. Et donc, si on comparait des populations comparables, c'est-à-dire des jeunes hommes étrangers à des jeunes hommes suisses, eh bien, on observerait qu'ils ont exactement le même niveau de criminalité. Et pourquoi est-ce que finalement on trouve une surreprésentation des étrangers? C'est tout simplement parce que parmi la population migrante, il y a beaucoup plus de jeunes hommes, migrantes dans tous les sens, vers nos pays ou de nos pays. La population migrante, elle est principalement constituée de jeunes hommes, et c'est justement la catégorie des gens les plus criminogènes, et c'est donc ceux-là qui vont commettre des infractions à l'étranger. Ok, donc on est dans une situation typique où c'est un biais statistique en fait. On regarde les chiffres complètement de travers, on leur fait dire ce qu'on a envie de dire avant de lancer des propositions de solutions. Voilà, c'est ça, mais ce n'est pas un biais statistique, parce que la statistique, elle montre des choses. Le problème, c'est une question d'interprétation derrière. Alors, c'est un biais d'interprétation de la statistique. Je crois que la statistique, elle nous montre clairement que les hommes plus que les femmes, les jeunes plus que les vieux, les pauvres plus que les riches, enfin, tout ça est assez clair. Après, alors tout ça a des explications aussi, donc il y a des explications de ces phénomènes, mais la couleur du passeport n'explique absolument rien de la criminalité lorsqu'on considère les autres variables d'abord, c'est-à-dire homme, donc sexe, âge et niveau de formation et niveau socio-économique. En fait, on est typiquement dans un cas où on a pris un indicateur qui n'était pas adéquat. Exactement. C'est comme lorsqu'on prend la taille pour mesurer la criminalité. Et on a effectivement les 175 cm qui serait une sorte de limite au-delà de laquelle il ne faudrait pas monter, sinon on deviendrait criminel. Ok, c'est extrêmement intéressant. On aime bien déconstruire les mythes dans Podcast Science. Là, je crois que vous venez d'en déconstruire un tenace. Je suis bien content. On parle, l'approche sociologique du phénomène criminel tel que vous la faites ne laisse-t-elle pas de nombreux cas de côté? N'y a-t-il pas des criminels nés? Et qu'en est-il des aspects de la psychiatrie de la criminalité? Ok, alors évidemment, quand on parle du criminel né, on entre dans des très très vieilles conceptions de la criminalité, on remonte à l'origine de la criminologie, puisque c'est un peu de là que c'est parti. On s'est demandé qu'est-ce qui caractérisait ces gens qui commettaient des infractions. Et on a fait des études génétiques, on a fait des études sur le faciès des gens, les oreilles décollées, le nez un peu plus ouvert, les lèvres d'une certaine sorte. On a parlé de la bosse, on parle de la bosse des maths, mais il y a aussi la bosse du crime qu'on peut détecter sur une tête, etc. Donc tout ça fait partie de l'histoire de la criminologie. Et cette histoire, elle n'est jamais morte. On continue aujourd'hui à envisager qu'il pourrait exister éventuellement une sorte de gène criminel. Certains vont même jusqu'à envisager le gène de la victime née. Donc tout ça existe dans la science. Et finalement, depuis le temps qu'on cherche, on n'a encore jamais rien trouvé de vraiment très clair. On s'est un petit peu mis d'accord sur l'idée d'un terrain favorable, ou bien d'un éventuel terrain favorable. Il y a cette notion de terrain favorable qui est née, où on nous dit, voilà, certaines personnes ont un terrain favorable au développement de certaines pathologies. Pathologies qui pourraient éventuellement être criminelles. Et à partir de ce moment-là, on pourrait partir de l'idée qu'il pourrait y avoir des pathologies, mais
en bout de course, ce terrain favorable, il ne va pas s'exprimer chez chacun. Il y a des gens qui auront le terrain favorable, mais qui ne deviendront pas ni malades ni criminels. Et il y en a d'autres qui ont le terrain favorable et puis qui deviendront éventuellement malades ou criminels. Et ce qui expliquera finalement le passage du terrain favorable au crime lui-même restera une variable à caractère sociologique. Ce sera la sociologie qui permettra d'expliquer pourquoi certains qui avaient le terrain favorable ne l'ont pas développé, alors que d'autres qui l'avaient l'ont développé. Et c'est finalement, tout ça me fait un petit peu penser au vieux débat entre les rousseauistes qui partent de l'idée que l'homme est naît du verbe naître bon, qu'ensuite la société le pervertit, et puis les gens qui pensent plutôt un peu comme des psychiatres, et puis qui nous disent que l'homme naît du verbe naître toujours plutôt mauvais, avec plein de pulsions, et puis qu'ensuite la société sert à canaliser les pulsions. Alors que la société serve à canaliser les pulsions ou bien qu'elle serve à pervertir un individu, ça reste la société qui fait quelque chose, et cette étude-là, c'est une étude à caractère sociologique. Raison pour laquelle la sociologie a une place tellement importante dans le domaine de la criminologie. Ok, alors on va laisser de côté cette question des prédispositions génétiques au crime et examiner un peu les conditions plus environnementales qui permettent le crime. Vous citez une étude hollandaise qui a trouvé que le risque de vol de vélo est 2 fois plus élevé lorsque ceux-ci sont stationnés devant un mur couvert de tags plutôt que devant un mur propre. Qu'est-ce que ça nous apprend? En fait, le crime entraîne le crime? Oui, on peut le dire comme ça. On pourrait aussi le dire autrement, par exemple en affirmant que c'est l'occasion qui fait le larron. On a des murs tagués qui vont laisser penser aux passants que finalement les vélos qui sont devant ce mur sont probablement pas très surveillés, donc il pourrait éventuellement en prendre un, et il va peut-être en prendre un. Alors que lorsque le même mur est propre, le même vélo qui est stationné devant le mur sera considéré comme intouchable parce que garé ou stationné à un endroit qui est probablement sous surveillance parce qu'il est propre. Enfin, c'est un petit peu tout ça découle d'une théorie qui est celle des broken windows, des carreaux cassés, qui observe, enfin c'est une théorie d'abord, mais qui se vérifie par les observations, que nous avons tous tendance à endommager encore davantage ce qu'il est déjà, alors que si quelque chose est tout propre, on ne l'endommagera plus. Lorsque vous avez eu des invités un soir à la maison, puis que vous avez laissé votre tas de vaisselle dans l'évier, eh bien le matin en vous levant, votre tasse à café, vous allez simplement la poser sur le tas de vaisselle, et puis vous allez détériorer encore un tout petit peu plus votre cuisine, alors que si vous aviez fait la vaisselle le soir après le départ de vos invités, eh bien votre tasse à café le matin, eh bien vous la lavez, vous la rangez immédiatement. C'est des logiques psychologiques qui font que, effectivement, l'occasion ou l'état des choses va inciter des gens à commettre ou à ne pas commettre une infraction. Il suffit aussi de vous poser la question de savoir où vous allez faire uriner votre chien. Est-ce que vous allez le faire uriner contre le mur du voisin de gauche qui est tout propre, tout blanc parce qu'il vient de le repeindre, ou bien le mur du voisin de droite qui est détérioré et sur lequel il y a un certain nombre de tags qui ont été dessinés, et donc assez logiquement vous allez faire uriner votre chien là où la chose est déjà détériorée. Et cette logique-là, le criminel, il l'a aussi. On l'a tous, et le criminel l'a aussi. Puis effectivement, le criminel potentiel, que nous sommes tous d'ailleurs aussi, eh bien, il l'a aussi. Et c'est clair que pour bon nombre d'infractions, on peut affirmer que c'est l'occasion qui va créer le larron. Et cela ouvre d'ailleurs une perspective de prévention très intéressante, qu'on appelle la prévention situationnelle, qui tente à travailler sur les occasions de commettre des infractions. Parce que si on diminue les occasions de commettre des infractions, il se pourrait qu'on diminue les larrons. Ok, c'est intéressant ça. Donc ça veut dire qu'on peut diminuer un certain nombre de crimes juste en faisant des aménagements. Voilà. Mais
Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens aussi d'éviter que des crimes ne soient commis? Par exemple, est-ce que certaines peines peuvent avoir des valeurs d'exemple pour permettre de les éviter? On sait par exemple que toutes les études montrent que la peine de mort aux États-Unis n'a aucun effet dissuasif. Faut-il comprendre qu'aucune peine n'a jamais d'effet dissuasif? Avez-vous une théorie là-dessus? Alors, oui, il y a les théories. Là aussi, on a une longue histoire de la théorie de l'effet dissuasif par rapport à la sévérité des peines. Tout d'abord, on croyait que tout ça était linéaire. Plus on était sévère, plus on allait dissuader les gens de commettre des infractions, et ça de manière linéaire. On s'est assez vite rendu compte que ce n'était pas. Enfin, on a dû attendre le XVIIIe siècle pour s'en rendre compte, mais on s'est rendu compte au XVIIIe siècle que tout ça était probablement faux, et puis que la courbe n'était probablement pas du tout linéaire, parce que au début de la courbe, les choses sont plutôt plates, dans le sens où quand vous mettez 1 centime ou 10 centimes d'amende, ça augmentera absolument pas l'effet dissuasif, alors que vous avez multiplié par 10 votre peine, alors que si vous passez de 100 à 1000, que ce soit des francs suisses, des euros ou des dollars, eh bien, vous allez probablement avoir un effet dissuasif un peu plus important. Puis ensuite, tout en haut de l'échelle, lorsque vous mettez 10 millions ou 100 millions d'amendes à quelqu'un, eh bien là encore, il n'y aura plus de différence, puisque ce sera la faillite assurée pour chacun. Donc finalement, tout ça n'est pas linéaire. Et puis, les études sur la peine de mort, puisque vous les mentionnez, nous ont montré quelque chose de très intéressant. Parce que non seulement elles nous ont montré que la prévention générale, c'est-à-dire cette dissuasion par la sévérité de la peine, la sévérité extrême de cette peine de mort, la peine de mort n'augmentait pas l'effet dissuasif par rapport à une peine privative de liberté relativement longue. Mais en plus de ça, on a pu voir que non seulement ça ne dissuadait pas les gens, mais ça les encourageait à commettre des infractions. En d'autres termes, les États américains qui ont réintroduit la peine de mort à la fin des années 80, dans ces États, on a pu observer, en regardant simplement le taux de criminalité 10 ans avant et 10 ans après la réintroduction de la peine de mort, on a pu observer que les crimes violents sont plus nombreux après la réintroduction de la peine de mort qu'avant son existence. Incroyable. Assez incroyable. Alors que dans les États voisins, rien n'a bougé. Enfin, dans les États voisins où on n'a pas touché à la peine de mort, rien n'a bougé en termes de criminalité. Donc, en fait, la peine de mort a augmenté la criminalité par un effet de brutalisation, c'est-à-dire l'État montre l'exemple et désinhibe le citoyen. Si l'État règle ses conflits en tuant des gens, pourquoi pas moi lorsque je me fais cambrioler, par exemple. Et dans ce sens, on a observé une augmentation de crimes violents dans les États qui ont réintroduit la peine de mort. Et cette première recherche, qui a été suivie par d'autres recherches, toujours sur la peine de mort, qui ont confirmé cette tendance à ce qu'on appelle la brutalisation, eh bien, ces recherches ouvrent aujourd'hui aux criminologues un tout nouveau pan de recherche, puisque maintenant nous savons que si on monte dans l'échelle des peines, à un moment donné, eh bien, la sanction va augmenter la criminalité plutôt que la faire diminuer. Mais on ne sait encore pas aujourd'hui où se situe le point de rupture. Peut-être que 10 ans de prison fait augmenter on pourrait imaginer en tout cas que 10 ans de prison fasse augmenter la criminalité plutôt qu'elle la fasse diminuer par rapport à une peine de 5 ans de prison. On ne le sait pas, parce qu'on n'a jamais imaginé que l'effet dissuasif pouvait redescendre avec la sévérité de la peine. On a toujours considéré qu'il allait monter ou se stabiliser à un certain niveau, mais qu'il redescendrait, ça on n'y avait jamais pensé. On y avait pensé, mais on ne l'avait jamais démontré. Et ces recherches sur la peine de mort qui nous le démontrent, eh bien, ouvrent aujourd'hui des nouvelles hypothèses de recherche qui sont de se poser la question de savoir jusqu'où nous sommes tous finalement peut-être brutalisés par notre système étatique. Pourquoi les parents dans nos sociétés enferment leurs enfants quand ils font une bêtise? Eh bien, c'est peut-être enferment donc les enfants dans leur chambre quand ils font une bêtise. Eh bien, c'est peut-être parce que ce qu'on appelle normalement une séquestration, en tout cas c'est comme ça que l'appelle le code pénal. Eh bien, cette séquestration est autorisée parce que l'État fait la même chose pour résoudre ses propres conflits avec les criminels. Voilà, un joli mythe aussi démonté à l'antenne. Effectivement, décidément.
On a parlé de la peine de mort, on ne peut pas ne pas penser à Robert Badinter, que vous citez justement dans votre ouvrage, lorsqu'il enjoignait, il nous enjoignait tous à avoir l'honnêteté d'admettre que notre justice est une justice de prison. Et puis c'est vrai que c'est frappant. Celui qui détruit un McDo ou qui viole une adolescente brisant sa vie à tout jamais se voit infliger le même type de peine, en tout cas de même nature, c'est toujours la prison. Alors qu'il s'agit de crimes de nature très différente, avec des motivations extrêmement différentes et surtout des conséquences très différentes. Est-ce qu'il n'existe pas aujourd'hui d'autres réponses que la prison ? Alors, il en existe d'autres, mais elles sont relativement rares. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas tant que ça. Aujourd'hui, c'est soit une peine à caractère pécuniaire, soit un travail à fournir, donc on appelle ça du travail d'intérêt général, soit une surveillance particulière d'un individu, soit des arrêts domiciliaires. C'est aussi des sanctions qui existent, alors pas forcément dans chacun des pays, dans tous les pays, mais on les trouve à certains endroits. Et il y a la prison. En fait, c'est vrai que la prison, c'est une sorte de vestige du XVIe siècle que nous utilisons aujourd'hui encore, en pensant que grâce à ça, on arrivera à résoudre un problème, alors que la prison est probablement plus un problème en soi qu'elle ne permet de résoudre les problèmes pour lesquels elle a été créée. Et cette prison qu'on utilise aujourd'hui comme quasi-réponse unique, ou en tout cas réponse principale à la criminalité, fait du droit pénal une sorte d'objet qui a un retard énorme sur d'autres sciences. Pensez à la médecine, le temps où la pénicilline était le seul médicament pour soigner tous les maux, ce temps-là, il est révolu. On a développé toute une série de médicaments différents pour des maux différents. Eh bien, en droit pénal, on n'en est pas encore là, et on est loin de là, puisqu'on considère qu'enfermer, ça va tout simplement résoudre le problème. Alors que le problème, pour le résoudre, eh bien, il devrait être pris en charge de manière très personnalisée, et donc la sanction devrait elle-même être hautement personnalisée pour arriver à faire en sorte que l'individu puisse, à l'avenir, une fois qu'il aura subi cette sanction personnalisée, que cet individu puisse vivre en liberté sans commettre d'infraction. Ok, dans un tout autre registre, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du poids des traditions religieuses dans la conception de la justice ? Enfin, c'est pas vraiment dans un autre registre, on est toujours un peu dans le même, je pense. La conception de la justice que se fait une société. Si on pense aux trois religions abrahamiques, elles font l'apologie à un moment ou à un autre de leur récit de la loi du talion. Qui dit œil pour œil, dent pour dent, esclave pour esclave, femme pour femme, etc. Ça doit bien avoir un impact culturel, sociétal, organisationnel à un moment donné, le poids de ces traditions. Alors, on en revient à ce qu'on disait au début, la criminalité est une construction humaine, la réaction sociale au crime aussi, et finalement, la religion fait partie de la culture d'une certaine société. Excusez-moi, c'est mon ordinateur qui parle. Donc, c'est que voilà. Donc la religion fait partie de la culture de la société, des sociétés dans lesquelles on vit, et il va de soi que cette religion aura un effet sur la conception que l'on va avoir de la criminalité et des sanctions à appliquer. Il y a des religions dans lesquelles, ou des textes religieux qui considèrent que les textes divins sont des textes de loi et de loi pénale. Et donc, si la loi pénale devient divine, évidemment, l'être humain, l'homme, ne pourra pas la modifier. Et quand on vit dans cette conception-là, il va de soi que l'on va appliquer certaines peines qui pourraient, dans une société qui se dit un peu plus moderne, être considérées comme un peu rétrogrades. Mais la société judéo-chrétienne n'est pas en reste, puisque nous considérons aujourd'hui
enfin aujourd'hui encore et depuis bien longtemps, que le travail est sacro-saint. Hein. Celui qui sait travailler ou celui qui a un travail, eh bien, il est socialisé. Celui qui n'a pas de travail, eh bien, c'est une personne déviante, voire criminelle. Hein. Donc, enfin, je ne parle pas ici du chômeur criminel, mais je ne parle pas ici du chômeur comme étant un criminel, c'est pas du tout ça que j'aimerais dire. Mais par contre, on va forcer les gens à travailler dans un établissement pénitentiaire à titre de sanction, parce qu'on considère que le travail est resocialisant, est un élément de resocialisation, alors que c'est une conception très judéo-chrétienne. Alors, vous parliez du talion tout à l'heure, qui se trouve effectivement dans bon nombre de textes religieux. Il ne faut jamais oublier qu'à l'époque où ces textes ont été écrits, la loi du talion était un progrès. Hein. Le droit pénal a fait un certain nombre de progrès, et la loi du talion disait il faut la vengeance doit se restreindre à un pour un, hein, un œil pour un œil, et non pas les deux yeux pour un seul œil. Hein. Puis, parce qu'auparavant, on en était encore à une société qui se vengeait jusqu'à 10 fois autant que le crime initial. Donc en fait, pour un homme abattu, on se faisait abattre 10 hommes dans son clan. Hein. Et ça a été réglementé en disant non, on ne pourra pas aller plus haut que 1 pour 1. Donc ça a été un progrès. Maintenant, ce progrès, il s'est poursuivi par la suite, puis on a considéré que un œil pour un œil, c'est peut-être pas très intelligent. Gandhi disait d'ailleurs que œil pour œil entraînerait une société aveugle. Il avait probablement raison. Donc on voit bien que et donc ce qu'on a fait, c'est que plutôt que d'échanger un œil contre un œil, on a considéré qu'un œil, ça valait quelque chose d'autre. Alors, soit une peine d'argent, soit éventuellement une peine de prison. Alors, on a commencé à faire des relations entre l'infraction et non plus une contre-infraction identique, mais quelque chose d'un peu différent qui a été appelé sanction pénale, qui est appelé sanction pénale dans notre système. Donc, on voit bien qu'il y a évidemment une influence de la part de la religion sur ce que l'on considère comme étant des crimes, et l'homosexualité, qui était un crime à une époque où la religion avait une importance plus grande que notre époque, a perdu sa caractéristique de crime lorsque l'aspect religieux est devenu moins pressant dans ce domaine. Donc on voit qu'il y a une relation, mais qui est simplement une relation culturelle. Hein. Notre définition de la criminalité est liée à la culture dans laquelle nous vivons. Et il y a des cultures très différentes de la nôtre en matière de criminalité et en matière de réaction sociale au crime. Puisque vous le mentionnez justement, nous on est baignés dans ce monde judéo-chrétien, et puis on a une bonne idée de ce que c'est que la justice chez nous, mais est-ce qu'il y a d'autres sociétés, est-ce que vous avez des exemples d'autres sociétés qui ont des systèmes fondamentalement différents du nôtre ? Alors oui, il existe plusieurs manières de faire justice dans le monde. Il y en a deux principales. La première, c'est celle que nous connaissons. Hein. Elle part de l'idée que lorsqu'il y a des intérêts individuels qui se rapprochent un petit peu trop ou qui se superposent, la justice va intervenir à l'aide de son glaive, elle va trancher le litige, elle va mettre les positions des uns et des autres sur une balance qu'elle va essayer d'équilibrer, et elle va nous imposer cette solution équilibrée. Et c'est ce que j'appelle la justice du glaive, et souvent, cette justice du glaive, elle crée des mécontents, que ce soit celui qui se soit fait sanctionner parce que c'est un peu trop, ou celui qui a été victime parce que la sanction n'est pas assez importante. Hein. Donc on voit que ça crée du mécontentement. Il y a une autre manière d'envisager la justice. Elle part de l'idée que l'infraction est finalement quelque chose qui vient déchirer un tissu social. Le tissu social se déchire, et que va faire la justice, ou quel sera le rôle de la justice? Eh bien, ce ne sera pas de prendre le glaive et d'achever le tissu social, au contraire, ce sera de prendre une aiguille et un fil et d'essayer de recoudre ce tissu social, de le recoudre avec l'aide des personnes concernées, c'est-à-dire de la victime et de l'auteur. On observe que lorsqu'on pratique
ce genre de justice-là, par l'intermédiaire de la médiation, des cercles de sentence. Enfin, il y a différentes manières de la pratiquer à travers le monde, surtout en Amérique du Sud et en Afrique. C'est là qu'on trouve le plus ce genre de conception de la justice. On observe qu'on est dans une situation où les gens sont plutôt gagnants, sont plutôt contents. On est dans une situation win-win, voire win-win-win, parce que non seulement l'auteur et la victime sont contentes et ont l'impression d'avoir participé à la résolution de leur conflit, mais la société est gagnante aussi, puisque les gens qui y vivent sont contents. Et on peut illustrer ça par une parabole, la parabole de l'orange. Lorsque deux personnes se battent pour une orange, que va faire le juge de chez nous avec son glaive? Il va tout simplement trancher l'orange en deux, il aura deux moitiés, et il va donner une moitié à chacun des protagonistes. Ouais. Alors, dans une autre forme de justice, le juge ou le médiateur, admettons, va demander aux parties « mais pourquoi vous voulez l'orange ?» Et il va se rendre compte peut-être que l'un des deux veut faire un gâteau, il a besoin de la pelure pour avoir du zeste, alors que l'autre, il veut faire un jus, donc il a besoin de la pulpe de l'orange. Et il va donc partager l'orange en la faisant peler, et il va donner la pelure à l'un et le fruit, enfin le centre du fruit à l'autre, et tout le monde sera content. Donc on voit bien que le fait d'essayer de recoudre le tissu social avec les protagonistes, plutôt que de leur imposer une solution étatique, est une autre manière de faire justice, et ça marche. Et ça marche très bien là où c'est appliqué. Intéressant, très intéressant. Pour terminer, j'aime bien la dernière question de votre livre. Sommes-nous finalement tous des criminels ? Oui, et vous aimeriez que je vous réponde. Oui, bien sûr. Alors, si l'on définit la criminalité comme étant la commission d'une infraction, eh bien la réponse est clairement oui, puisque nous commettons tous les jours, des infractions. Puisque nous prenons une voiture, nous roulons un petit peu trop vite, nous traversons la route à côté des passages cloutés, nous ne laissons pas traverser quelqu'un qui veut traverser la route sur un de ces passages lorsqu'on est dans une voiture, etc. etc. Donc on enfreint régulièrement, tous les jours, des règles sociales qui sont sanctionnées normalement d'une sanction pénale. Alors, on ne se fait pas attraper pour toutes les infractions que l'on fait, heureusement, parce que sinon, ça fait longtemps que le droit pénal n'existerait plus, si on était condamné pour chacune des infractions que chacun faisait. Mais à ce moment-là, lorsqu'on définit la criminalité comme étant le simple fait d'enfreindre la loi pénale, eh bien, il faut admettre que nous sommes tous des criminels. Et si on devait, au contraire, envisager la criminalité comme étant quelque chose de très particulier, c'est celui qui tue un autre, ou c'est celui qui je sais pas moi, qui viole quelqu'un, si on ne pense qu'à cette criminalité-là, alors on devrait à ce moment-là avoir en contrepartie l'honnêteté d'admettre que cette criminalité, elle n'est pas très importante en termes de nombre. Alors évidemment, elle est destructrice pour celui à qui arrive une telle infraction. Et comme je le disais avant, chaque victime est une victime de trop. Il n'en reste pas moins qu'il faudrait à ce moment-là arrêter de dire ouais, les jeunes font du bruit, les jeunes roulent trop vite. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est soit on dit certains roulent trop vite et j'en fais partie, et puis on est tous des criminels, soit on ne considère pas que rouler trop vite fasse partie de la définition de la criminalité, et à ce moment-là, on est aussi obligé d'admettre que finalement, ces jeunes, ils ne sont pas si mauvais que ça, ces jeunes auxquels on attribue tous les maux de la société, et que finalement, des crimes, il n'y en a pas tant que ça dans notre société. Donc, tout est une question de définition. Le problème, c'est que nous vivons dans une société où nous n'appliquons pas la même définition du crime à nous-mêmes qu'aux autres. Ouais. Quelqu'un d'autre fait quelque chose, lorsque quelqu'un d'autre roule trop vite, alors c'est un criminel, mais quand moi je le fais, mais c'est parce que j'étais pressé, puis c'est très rare, puis je vais pas rouler tellement trop vite que ça. Voilà un petit peu le fonctionnement de chacun de nous, et c'est bien là qu'est tout le problème de
de la perception de la criminalité. On l'aperçoit toujours chez les autres et on ne perçoit jamais la sienne. Ce sera le mot de la fin pour cette interview. Un immense merci. Une dernière question peut-être. Comment est-ce qu'on peut faire si on souhaite en savoir un peu plus sur la criminologie ? Alors, il y a des sites internet qui sont très instructifs. Hein. Il y a pas mal de portails internet sur le crime. Il y a bon nombre de livres introductifs sur la criminologie. Donc, on trouve beaucoup de choses sur le crime. Moi, je dirais plutôt qu'il faut en éviter certaines. Alors, il faut absolument éviter, si on veut savoir quelque chose d'objectif sur la criminalité, il faut éviter les romans policiers, il faut éviter les médias, il faut éviter, sauf le vôtre évidemment, mais sinon... C'est gentil. C'était une plaisanterie évidemment, et puis il faut essayer d'éviter tous les livres qui ne présentent qu'un cas, qui est généralement une anecdote, à l'intérieur de l'ensemble de la déviance, un cas n'est toujours qu'une anecdote. Le pire, c'est les gens qui font de leur personne une sorte de cas central. Moi, monsieur machin, grand profiler, je peux vous dire que de la criminalité, il y en a tout plein. Eh bien, tout ça, ce n'est absolument pas scientifique. Donc, c'est ce qu'il faut absolument éviter si on veut en savoir un tout petit peu plus sur la criminalité, sur la criminologie. Merci du conseil. Bon, on va le suivre. Et merci beaucoup pour cette interview. C'était vraiment très très intéressant. Vous restez avec nous, André Kuhn. On a encore quelques bricoles à dire avant la quote de la semaine que vous allez peut-être commenter. On verra ça. Merci à vous pour cette interview. C'était très intéressant aussi de mon côté. Formidable. Donc moi je voulais faire un rapide retour sur l'émission de la semaine dernière où j'ai de nouveau dit des bêtises, mea culpa, j'ai encore tout mélangé. La vitesse de collision de deux voitures lancées à 60 km/h n'est bien sûr pas de 120 km/h. Merci à Grindizer et puis à toi Xavier qui a réagi encore plus vite que lui. L'énergie cinétique dépend du carré de la vitesse. On a la formule exacte dans le commentaire de Grindizer sur les dernières notes d'émission, je vous invite à y aller. J'ai encore pas très bien compris à quelle vitesse les voitures se foncent dedans, mais en tout cas, j'ai retenu que c'est pas à 120 km/h. Sinon, quelques petites rapides annonces. Le podcast va être en pause pendant 15 jours. Podcast Science part en vacances. Donc, on se retrouve la première semaine d'août avec Lia, si tout va bien. Lia qu'on avait rencontré, c'était dans l'épisode numéro 25, sauf erreur. Qui devrait nous parler d'un des sujets qui a été priorisé par les auditeurs lors de la visite au CERN, c'est la musique, la science de la musique. Je me réjouis. Ouais. Et puis, j'annonce déjà que rebelote en septembre, il y aura de nouveau une à 2 semaines d'interruption, vraisemblablement la semaine du 5 et la semaine du 12. Tout ça pour revenir en force à la saison 2. Dans les petites annonces encore, vous dire qu'on a une tagline. Donc c'est toi Xavier qui avait lancé l'idée. Tu nous avais suggéré qu'il fallait qu'on ait une tagline quand on commence l'émission à la place de juste dire bonjour Mathieu, bonjour Alan, qu'on ait une tagline qui annonce qui on est et ce qu'on fait, ce qu'on va dire. Donc voilà, cette tagline a été choisie. On en parlera au retour de Mathieu, donc dans 15 jours, enfin dans 3 semaines. Le suspense est intenable. Ah bah ouais, il faut un petit peu de suspense, il faut donner envie aux gens de revenir. Et puis enfin, pour ceux qui s'inquiétaient de l'absence d'Antoine, qui était censé animer l'émission précédente, finalement on avait dû le remplacer au pied levé, on ne savait pas où il était passé. En fait, il s'est fait embarquer dans un road trip surprise en Espagne. Voilà. Bon. Sacré Antoine. Exactement, ces jeunes. Bon, ouais, enfin maintenant, on peut plus rien dire sur les jeunes à cause d'André Kuhn, c'est terrible. Donc voilà, Antoine était en Espagne, il n'est pas mort, tout va bien.
Xavier, toi, tu avais une suggestion à faire, un petit appel à contribution. Oui, parce que d'habitude, les dossiers sont toujours écrits. Tu fais d'ailleurs un travail assez exceptionnel à ce niveau-là, donc c'est vrai que c'est facile à lire. Il y a des gens qui consultent les dossiers uniquement par écrit sur le site de Podcast Science. Et puis c'est vrai que du coup, dans le cas d'interviews comme ça, comme on ne sait pas ce que notre invité va répondre, on peut pas l'écrire à l'avance. Donc l'idée, ce serait de retranscrire tout ça par écrit. Alors c'est un boulot assez long. C'est pas très difficile, mais c'est assez long. C'est pas très c'est pas très passionnant. Et donc je me demandais si des gens parmi les auditeurs ou les poditeurs, devrais-je dire, seraient intéressés à retranscrire l'émission. Alors on peut tout à fait imaginer de couper ça, de répartir ça en questions. Et puis si on a plusieurs personnes qui font un petit bout, on aura la possibilité d'avoir une retranscription complète de l'interview. Alors, Ouais. si vous êtes intéressé, manifestez-vous sur le site, sur Twitter, sur Facebook ou n'importe quoi. Ouais, ce serait génial, effectivement. C'est vrai que moi, j'ai appris qu'il y a des gens qui lisent le français en écoutant le podcast et en lisant la retranscription, en l'ayant sous les yeux. Donc ça les aide, donc des gens non francophones. C'est vrai que dans le cadre des interviews, c'est un peu embêtant. Ça serait top, effectivement, si ton appel permet de trouver des volontaires, des contributeurs pour ça. Si jamais vous connaissez les adresses de contact, donc vous avez le formulaire de contact sur le site podcastscience.fm. Vous pouvez nous contacter par email, c'est podcastscience@gmail.com, par Twitter, donc c'est twitter.com/podcastscience, par Facebook, bientôt par Google+, on espère. Il n'y a pas encore de page, Non, il n'y a pas enfin l'équivalent encore, des fanpages, mais ça doit venir. certainement. Voilà, et puis on arrive tout à fait au bout de l'émission. Le moment phare que tout le monde attend, que presque tous les podcasts nous envient, c'est la fameuse quote de Mathieu. Alors ça va être une quote de Mathieu sans Mathieu. C'est une quote qu'il a entendue dans La tête au carré. C'est André Braic qui la citait, mais on n'a pas pu remonter jusqu'à son auteur. Xavier, je te laisse peut-être l'honneur de la lire. C'est gentil, ça. Je suis très touché. Alors, ça va comme ça. L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Ah ouais, ça c'est une toute belle quote. Magnifique. Une qui nous inspire, à laquelle on a envie de réfléchir. Enfin, moi, ça m'évoque d'emblée deux choses. On avait fait une émission récemment avec les arguments des créationnistes, enfin les détracteurs de l'évolution en général, qui sont souvent acclamés que voilà, tant qu'on n'a pas trouvé le chaînon manquant entre l'homme et les grands singes, on n'aura pas pu prouver la théorie de l'évolution. Mm. Bon, des chaînons, enfin voilà, je ne veux pas me lancer dans toute une diatribe sur la question. Des chaînons manquants, il y en aura forcément toujours. Plus on trouve de traces et moins il y a de chaînons manquants. Mais c'est vrai que voilà, l'absence de cette preuve ne constitue effectivement pas encore la preuve de l'absence du chaînon manquant. Peut-être qu'un jour on va le trouver. Ça, c'est une des choses que ça m'évoque. Et puis l'autre, c'est toujours un petit peu dans ces arguments, religion versus science. Je pense à l'existence de Dieu. Euh, on ne sait pas, enfin personne aujourd'hui ne sait prouver son existence, personne ne sait non plus prouver l'absence de cette existence. Je crois qu'on est exactement dans le même cas de figure. L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Qui sait, peut-être qu'un jour on découvrira des dimensions supplémentaires avec quelqu'un qui orchestre tout ça. restons ouverts. Je ne sais pas, André Kuhn, vous, ça vous évoque, j'imagine que ça vous évoque aussi forcément quelque chose, cette citation. Oui, effectivement, chaque fois qu'on parle de preuves, évidemment, ça me fait penser à mon domaine de compétences. Ça m'évoque aussi deux choses. C'est que pour moi, l'absence de preuves, eh bien, ça nécessite une recherche pour essayer, ou de la recherche scientifique, pour essayer de connaître quelque chose un peu mieux et peut-être d'avoir une preuve. Et justement, la preuve de l'absence, c'est le résultat, finalement, de cette recherche, lorsque j'aurais réussi à démontrer qu'il y a absence d'un certain phénomène. Et puis, si je le prends au niveau juridique, finalement, l'absence de preuve et la preuve de l'absence aura pour un prévenu exactement le même résultat,
puisque lorsque on a pu prouver son absence sur les lieux d'un crime, eh bien, on aura la certitude qu'il n'y était pas et que ce n'était donc pas lui, il sera donc acquitté. Et lorsqu'on a une absence de preuve, eh bien, il sera acquitté au bénéfice du doute. Ouais. Ok, donc là, effectivement, c'est l'exception qui confirme la règle. Dans ce cas particulier, l'absence de preuve ou la preuve de l'absence, finalement, c'est la même chose. Ça revient au même. Ouais. Excellent. Bah, écoutez, André Kuhn, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Xavier, merci à toi d'avoir joué les co-animateurs. T'as été parfait, c'était super. Un immense merci. Flatte-moi, ouais. Alors, non, c'est tout à fait sincère. Et puis donc, on se retrouve après les vacances de Podcast Science. Donc, après cette petite absence de 15 jours, première semaine d'août. Je me réjouis beaucoup de tous vous retrouver. Puis d'ici là, de bonnes vacances pour ceux qui en ont. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Au revoir.